Bonjour à tous. Bonjour et merci de votre présence à ce webinaire. Donc, nous allons pouvoir démarrer. J'admets encore quelques personnes et on va pouvoir démarrer. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler de compteurs communicants et de services aux abonnés avec les compteurs communicants BT qui deviennent donc massivement communicants. De nouveaux enjeux se posent aux GRD comme aux fournisseurs d'énergie, avec des enjeux de gestion, d'exploitation des données, mais aussi des opportunités dans la création de nouveaux services. C'est ce que nous allons voir dans ce webinaire. Et nous parlerons donc tout d'abord de réglementaire. Nous ferons un point aussi sur les besoins d'une ELD et d'un fournisseur d'énergie. Et bien sûr, nous assisterons à la démonstration de la plateforme Opinum Data Hub. Merci à tous de bien laisser vos micros coupés jusqu'à la fin. Vous pourrez poser des questions tout au long du webinaire dans le chat et nous essaierons de les prendre au fil de l'eau. Et à la fin, vous pourrez ouvrir votre micro pour poser des questions. Sans plus tarder, nous allons faire un tour de table. Je vous présente tout d'abord M. Morel, directeur de l'entreprise locale de distribution de la ville de Péronne. Laurent ? Oui, bonjour à tous et merci donc de votre présence. Donc je suis Laurent Morel, le directeur d'une petite régie, d'une petite ELD en Hauts-de-France, au milieu des Hauts-de-France, qui est à Péronne, une petite ville de 7600 habitants, où nous avons en exploitation donc le réseau d'électricité à client RTE, donc avec 2 postes sources. On verra plus tard pourquoi 2 postes sources. Un client GRT Gaz pour la distribution du réseau de gaz sur la ville de Péronne, mais eau et assainissement également et éclairage public. Donc voilà. Merci Laurent. Ensuite, je vous présente Loïc, CEO d'Opinum. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme Nicolas l'a dit, je suis un des fondateurs et le CEO de la société Opinum, et donc qui est la société qui édite le logiciel Opinum Data Hub, qui va être présenté un petit peu plus tard. Merci. Et enfin, je présente Laurent Gauthier, directeur de projet chez IT New Vision. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je suis directeur de projet chez IT New Vision, en charge des questions autour des métiers de gestionnaire de réseau de distribution et fournisseurs. Voilà, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille sur les problématiques SI liées à ces métiers. Et j'ai la chance en ce moment de travailler avec Laurent Morel sur les problématiques spécifiques de l'intégration de la solution Opinum par rapport aux besoins de la régie Gazélec. Merci. Alors, moi-même, je suis Nicolas Minari, le directeur commercial d'IT New Vision. 2 mots sur IT New Vision. Nous sommes une entreprise de services numériques spécialisée dans l'énergie et les utilities, sur l'intégration de systèmes d'information, principalement sur la facturation, la gestion de la relation client et l'exploitation des données. Nous travaillons donc dans l'eau, dans l'électricité et le gaz. Très bien. Maintenant, Laurent, on voudrait commencer par un petit point sur les aspects réglementaires. Peux-tu nous faire un petit point de situation, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, le déploiement des compteurs communicants est très encadré au niveau réglementaire, notamment ce qui a commencé à fixer les objectifs, c'est la directive de 2009, une directive européenne, qui a fixé comme objectif pour les États membres d'équiper leurs installations de compteurs communicants sur les 10 prochaines années, donc une échéance qui est aujourd'hui dépassée, qui nous amenait à 2019. La transposition en droit français de cette directive a donné lieu à de multiples documents législatifs, notamment, j'en ai 2 principaux, c'est le décret du 31 août 2010 qui nous fixe un cadre, un calendrier de déploiement. Alors en 2010, les objectifs étaient de pouvoir déployer 95% des compteurs au 31 décembre 2020. Et ce calendrier donc, a été ajusté en 2015 avec un nouvel objectif seulement de 80% des compteurs à installer au 31 décembre 2020 et 100% au 31 décembre 2024. Voilà.
Donc ça, c'est pour donner déjà les différentes échéances. Il y a aussi un arrêté qui est l'arrêté compteur du 4 janvier 2012 qui est intéressant puisqu'il précise les différentes modalités de fonctionnement des compteurs et l'accès aux informations de ces installations. Quelques exemples. Permettre un calendrier, il faut que le comptage permette la gestion d'un calendrier TURP à minima de 4 classes tarifaires et en parallèle de pouvoir gérer un calendrier fournisseur à minima de 10 classes tarifaires, de pouvoir suivre le niveau de tension et voilà, il y a pas mal de modalités qui sont expliquées dans ce document. Donc on peut retrouver très facilement sur Légifrance. Voilà en ce qui concerne le cadre un peu réglementaire high level. Merci Laurent. Alors, avec ces compteurs BT qui deviennent massivement communicants, qu'est-ce que cela implique pour un GRD, pour un gestionnaire de réseau de distribution? Alors, aujourd'hui, comme on le disait, c'est que les compteurs qu'on appelait entre guillemets jaune et vert sont déjà majoritairement communicants depuis pas mal de temps. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment sur les compteurs basse tension. Ces compteurs basse tension qui sont équipés, ce sont principalement les particuliers et puis les petits professionnels. La caractéristique de ce segment, c'est qu'ils sont nombreux, donc beaucoup de PDL, et par conséquent, beaucoup de volume de données à collecter. Alors, les avantages pour un gestionnaire de réseau de distribution, c'est déjà un gain de temps et donc de réactivité par rapport à ses clients qui sont des fournisseurs notamment, et puis les utilisateurs du réseau de distribution, pour pouvoir réaliser les interventions et pouvoir collecter les relèves qui vont permettre la facturation. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Un autre avantage, c'est aussi d'avoir des données nouvelles qui vont permettre une meilleure maîtrise du réseau. Je pense notamment aux courbes de charge. On a une vision beaucoup plus précise de la consommation et de la puissance, donc à pas 10 minutes, 30 minutes. C'est aussi la collecte de l'énergie réactive qui va permettre d'identifier les asymétries qu'il peut y avoir sur le réseau. C'est aussi la collecte des puissances max et min. Ça va également permettre un autre avantage, c'est d'offrir de nouveaux services pour la maîtrise de l'énergie. C'était un peu l'objectif du cadre de la directive européenne. C'était donc, par exemple, si on prend un exemple pour un client particulier, ça va lui permettre d'avoir une certaine responsabilisation par rapport à sa consommation. On peut penser notamment à mettre en place des graphes qui lui montrent sur des profils similaires quel est son niveau de consommation. Est-ce qu'il fait partie des 10% qui consomment le plus ou plutôt dans la tranche basse de ceux qui consomment le moins pour des profils similaires. Donc voilà, ce sont des exemples de nouveaux services à mettre en place pour la maîtrise de l'énergie. Et puis, plus globalement, il y a aussi des services qui sont à mettre en place, qui sont à réfléchir, à imaginer. Un exemple, vous partez en vacances, donc normalement, il y a une consommation minimum, une puissance minimum qui sont liées à vos appareils qui vont rester actifs. Mais s'il y a une variation, si ça passe à 0 ou si ça augmente brutalement, c'est significatif de quelque chose. Donc voilà, ce sont des services que l'on peut mettre en place pour, par exemple, si le niveau de consommation en votre absence passe à 0, bah, potentiellement, vous pourrez avoir des dégâts. Je pense notamment à la décongélation ou des choses comme ça. Et donc, une alerte des clients concernés par cette variation peut être une information très importante. Alors, voilà, c'est juste un exemple. Je ne sais pas, Laurent, je te laisse peut-être la parole. Tu peux déjà, toi, avoir déjà quelques idées complémentaires sur les cas de l'électricité. Et puis, il y a aussi, parce que là, on a beaucoup parlé de l'électricité, mais il y a aussi l'eau et le gaz sur lesquels on peut mettre des services assez similaires. Alors, tout à fait, Laurent. Donc, c'est vrai que cet exemple de fuite ou plutôt de consommation, alors qu'un logement est inoccupé, peut apporter donc ce suivi au niveau de l'intérieur, mais donc ceci s'applique aussi pour le gaz. Ça peut être le cas d'une fuite de gaz, donc si le compteur rentre en rotation, ou l'eau, puisque nous distribuons, excusez-moi, également l'eau donc sur nos réseaux. Cette expérience de compteur communicant, c'est vrai que c'est depuis 2004 nous sommes dedans, avec un type de compteur qui est autre que le Linky, que notre choix qui avait été fait. Et nous avons commencé par des essais sur le territoire, puis pour monter en puissance en 2008, et vraiment avec aujourd'hui un déploiement total de ces compteurs communicants sur notre territoire qui avait démarré en 2013.
Alors, les services, on l'a très bien vu, c'est une réactivité d'intervention parce que c'est vrai que là, directement, votre agent d'accueil, en lien direct, puisque nous avons un point d'accueil, en lien direct avec le consommateur, et donc nous allons avoir aussitôt la demande d'une mise en service ou un changement de puissance qui est instantané, pour ainsi dire, le temps de passer la commande au compteur communicant et chez le client. Donc, il y a cette réactivité qui est, pour ainsi dire, instantanée, qui avant passait par un BI papier avec du 48-24 heures d'intervention et des suppléments si vous voulez que ce soit du rapide pour une mise en service, et ainsi de suite. Donc, on peut s'affranchir de tout ceci. L'autre gros point très intéressant que nous avons aussi ressorti au niveau de notre métier GRD, c'est l'équilibre de réseau. Donc, on voit très très bien aujourd'hui, maintenant, tout de instantanément, les consommations par phase. Et donc, ça nous a permis de mettre en avant 2 points, par exemple, négatifs sur notre réseau de distribution et sur lesquels nous n'avions pas particulièrement de remontée par nos usagers, mais donc tout simplement avec une tension qui était sortie du seuil de tolérance. Donc, ça nous a permis de mettre ça, d'avoir des indicateurs qui nous ont alertés sur ces points-là, mais aussi le développement de nouveaux services. Aujourd'hui, on travaille sur un autre projet aussi qui est comment intégrer les énergies renouvelables sans pour autant passer par des renforcements systématiques de notre réseau électrique sur la production, par exemple, solaire. Donc, on a un outil aujourd'hui qui nous permet de simuler le réseau sous sorte de cartographie avec les longueurs de câble entre chaque équipement, mais aussi donc, le comportement de la tension, la résistivité du câble, les longueurs estimées donc, entre chaque point de soutirage ou d'injection. Et tout ceci fait que on a une moulinette qui nous permet de dire on peut injecter sans renforcement tel que dans le réseau, on peut ne pas injecter parce qu'il y a besoin d'un renforcement parce que la tension n'est pas bonne, ou tout simplement on est obligé de passer par un renforcement. Donc voilà, donc on optimise aussi beaucoup pour nos usagers de dépenses via ces différents indicateurs et donc paramètres que l'on peut relever. Voilà. Merci beaucoup pour ce détail. Alors, Laurent, peux-tu nous présenter rapidement sur quoi tu travailles chez Gazélec? Alors, oui, alors, au préalable, je voudrais peut-être parler de Gazélec parce que c'est vrai que c'est un terrain de jeu assez formidable pour nous parce qu'il y a tous les métiers qui sont du GRD, fournisseurs, producteurs, mais je laisserai Laurent nous en parler un petit peu plus. Il y a quasiment tous les segments de l'industrie, du particulier, du petit professionnel et sur d'une taille plutôt réduite. Donc c'est vraiment un terrain de jeu formidable pour nous. Laurent, je te laisse peut-être nous parler un peu plus de l'ensemble de tes métiers, de ton panel de métiers chez Gazélec. C'est vrai que notre petite régie est très, très active. Souvent, je porte de référence, par exemple, l'ouverture du marché, hein, où, quand je suis arrivé en 2008 sur cette régie en tant qu'intérim, nous étions 13 et un petit 8 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à 32 personnes et 19 millions de chiffre d'affaires. Alors, pourquoi tant d'augmentation? Tout simplement, on a gardé en interne cette compétence aussi de commercialisation, c'est-à-dire que l'ouverture pour nous du marché a été plutôt bénéfique puisqu'on a conquis plutôt de nouveaux clients au niveau du territoire national via une société de commercialisation que nous avons fait. Et donc aujourd'hui, Énergie Santerre, c'est une SASU, c'est une société qui est 100% de cette petite régie et qui vend de l'énergie en dehors de notre territoire, que ce soit gaz ou électricité. Et donc tout ceci fait que ça nous a permis d'avoir de l'expérience et puis aussi un territoire en tant que fournisseur d'essais. Ces compteurs communicants, bien sûr, qui sont fortement liés avec la gestion des données qu'on peut en extraire, nous permet de voir de nouvelles offres, d'anticiper ces nouvelles offres, de voir des profils de consommation pour avoir des offres plus adaptées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le boom des véhicules électriques. On a aussi donc cette gestion de ces charges qui vont venir apparaître sur le réseau et leur impact, mais aussi donc des offres plus appropriées suivant vraiment des offres plus précises d'exploitation du réseau, enfin, entre le fournisseur et le consommateur final. Et ça, c'est aussi bien pour l'électricité, parce que souvent on parle de l'électricité, mais c'est aussi bien pour le gaz, mais également pour l'eau, parce que l'eau c'est un élément qui va manquer à l'avenir et qui est à surveiller. Donc, ça nous permet d'avoir des prestations du style une surveillance. Quand vous dormez, vous n'utilisez pas l'eau, donc théoriquement, il y a une non-rotation du compteur. Et ça, le lendemain matin, vous vous levez, vous interrogez votre partie patient, enfin client, usager,
Et ça vous permet de voir si vous avez une rotation ou pas du compteur, que ce soit électrique, gaz, et ainsi de suite, ou de connaître vos consommations. Donc ça, ce sont des nouveaux usages qu'on va pouvoir mettre aussi à disposition via ces données de relevé de consommation et qui pourront être mis à disposition du client, mais aussi de toute entité publique ou multisite qu'il pourrait y avoir, comme on peut avoir sur notre territoire. Voilà. Merci beaucoup. En effet, donc, dans ce webinaire, on va parler à la fois des questions de GRD et de fournisseurs. Et donc, de votre point de vue, M. Morel, quels sont les services qu'il serait intéressant de proposer aux abonnés d'un point de vue fournisseur d'énergie? Donc, de nouvelles offres aux abonnés, parce que déjà, leur faire connaître, comprendre leur analyse, donc on sera déjà dans une première phase de maîtrise de l'énergie, donc de savoir ce que coûte un radiateur quand ils le mettent, cette augmentation de puissance un radiateur électrique, par exemple, combien que ça va générer en euros. Et donc, c'est vraiment des accompagner de plus près sur leur méthode de consommation et surtout le prix de revient de ces consommations-là. Parce que c'est vrai que je prends souvent l'exemple de moi le matin quand je me lève, j'ouvre mes volets roulants, j'ouvre les lumières, je mets en route le micro-ondes, la machine à expresso et ainsi de suite. Donc, je suis le gros consommateur du matin qui participe à la pointe. Donc, ça sera vraiment d'informer des impacts de ces petits boutons que l'on tourne ou de thermostats que l'on remonte et surtout l'impact financier donc, qu'il y a sur la facture en euros, parce que ça, nous ne sommes pas dans une région très, très riche, donc où l'impact financier est fortement important, on va dire. Mais aussi donc mieux maîtriser et puis respecter donc nos consommations pour éviter le gâchis et un meilleur équilibre donc, des réseaux, de l'offre et de la demande. Très bien, très bien. Alors, donc, je vous ai présenté sur ce slide les différents volets du projet. Donc, c'est ce qu'on va voir désormais avec Loïc. La discussion continue, c'est-à-dire que vous pouvez nous poser des questions dans le chat et puis juste après, on repassera sur des questions orales que vous pourrez amener. Loïc, je te laisse la main. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Et donc, ici, l'idée, c'est de rentrer un petit peu plus dans l'outil par rapport aux éléments qui ont été présentés, principalement sur la première partie qui est la partie de gestion de ces données de comptage. Donc, ici, je me suis directement connecté à l'outil Opinum Data Hub. Donc, c'est un portail web et qui permet de collecter, bien sûr, les informations qui proviennent des différents services de compteurs. Alors, on a beaucoup parlé de compteurs intelligents, d'eau, de gaz, d'électricité dans le cadre de la présentation, mais M. Morel a aussi présenté des cas d'usage dans la gestion d'actifs renouvelables. Et donc, la plateforme Data va permettre d'être le concentrateur de l'ensemble des données qui intéressent le gestionnaire de réseau ou le client de manière générale. Et donc, on ne va pas se limiter uniquement aux données de comptage, mais également aux données, par exemple, de production d'énergie locale, ce qui va permettre de mieux équilibrer éventuellement le réseau et d'offrir d'autres perspectives également. Alors, ici, on est dans le cadre d'une démo qui s'oriente plus particulièrement sur les compteurs intelligents. Alors, on a voulu démontrer qu'il y a une existence de la possibilité de créer des tableaux de bord sur base des données qui se trouvent dans le système, des tableaux de bord géographiques avec des indicateurs de couleurs en fonction des performances, des actifs qu'on regarde, la possibilité de segmenter, de comparer les consommations pour l'eau, pour le gaz, de visualiser vraiment des courbes de charge très précisément, d'afficher des valeurs instantanées. Et voilà, donc l'outil dispose toute une série de visualisations graphiques. On peut faire des camemberts, des courbes, faire des comparaisons, faire des visualisations en mode heatmap qui permettent de vraiment voir le comportement qui a été expliqué par M. Morel juste avant, de visualiser vraiment les pics par rapport à des calendriers. On peut faire des corrélations pour essayer de voir quels sont les facteurs qui influencent
les courbes de charge qu'on voit. On peut afficher des valeurs et des cartes comme ça est affiché. Donc, il y a une flexibilité vraiment de créer ses propres tableaux de bord et de changer l'affichage, le cas échéant. Donc, on est vraiment dans un outil qui permet de très rapidement modéliser des choses et partager de l'information au niveau de sa visualisation. Encore une fois, ici, la démonstration est faite sur des données de comptage avec des profils de charge. Maintenant, comme l'a dit M. Morel, dans un réseau électrique de gaz et d'eau, on n'a pas uniquement des données de compteur, on a des données de bornes de recharge, on a des données de cabines basse tension. Pour l'eau, il y a de plus en plus, et c'est vraiment une actualité très forte pour l'Europe, de projets au niveau de la préservation des ressources d'eau et donc détecter des problèmes de pression sur le réseau. Ça permet par exemple de détecter éventuellement qu'il y a des fuites d'eau sur le réseau. On peut aussi s'interroger, puisque Gazélec a également la responsabilité sur l'assainissement de l'eau. On peut aussi s'interroger naturellement sur des indicateurs de qualité de l'eau. Il y a de plus en plus de projets IoT qui sont déployés pour pouvoir superviser ça. Alors, la plateforme, bien sûr, elle n'a pas qu'un intérêt au niveau de la visualisation de données. Il y a tout le processus de gestion des données. Et donc, on va retrouver deux notions de données dans le Data Hub. La première, c'est une notion qu'on appelle site, qui est une notion plutôt liée à un aspect géographique et qui va permettre de positionner vraiment les différents éléments qu'on supervise sur une carte. Et puis, on va avoir une notion de source qui est dans ce cas-ci des compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, mais on a voulu aussi, par exemple, la connecter à un gateway qui se connecte à des PLC, donc pour montrer qu'on peut aller chercher d'autres types de données dans la plateforme. Alors, une fois qu'on a cette liste de compteurs, bien sûr, on va avoir deux types d'informations dedans. D'abord, des propriétés qui sont très flexibles. Donc, évidemment, les propriétés d'un compteur électrique et les propriétés d'un compteur d'eau ne sont pas les mêmes. Et là, on va retrouver les informations dont on discutait lors de la présentation, hein, les tarifs, les types de tarifs, la puissance max atteinte, la puissance souscrite, tous ces indicateurs qui vont nous permettre de faire du filtre sur les données, d'éventuellement utiliser ces informations dans des calculs pour déclencher des alertes. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on voit que la puissance max observée sur les compteurs est supérieure à la puissance souscrite, ben, ça peut poser problème. Et l'inverse également est vrai. Il y a beaucoup de puissances souscrites qui ne sont jamais atteintes. Et ça a des applications pour justement la tarification des usagers du réseau. Et donc, on a ici une possibilité de créer ce qu'on appelle des vues. Donc, sur chacun des champs du système, on va pouvoir aller faire des filtres. Donc, ici, par exemple, j'ai un filtre sur tous mes compteurs électriques. J'ai un filtre sur tous les compteurs qui concernent le secteur 4. Le secteur 4, c'est une propriété qu'on va retrouver au niveau c'est plutôt une propriété liée à la géolocalisation. Et donc, tout ça peut se faire assez facilement en utilisant les filtres ici. On peut venir afficher, par exemple, si je veux faire une recherche sur le numéro de client, par exemple, pour trouver tous les compteurs d'un numéro de client spécifique, je peux venir rajouter cette propriété dans le système et venir mettre des filtres, appliquer mes filtres, sauvegarder mes vues pour une utilisation plus tard. Les vues, c'est d'ailleurs ce qui est utilisé après dans les tableaux de bord pour dire, montre-moi la consommation totale de tous mes compteurs électriques. Ben, ça, si je veux le faire, comme j'ai une vue qui s'appelle électricité, ben, je peux venir dans le système, dire somme élec. Je peux dire que je vais faire une courbe. Je vais montrer ça sur les dernières années. En données
pour de mémoire. Et je vais aller chercher ma vue électricité et je vais dire, moi, ce que je veux, c'est une agrégation maximum en kilowattheure de cette vue-là. Et donc, j'enregistre. Et je vais avoir ici automatiquement, mois par mois, pour mon année 2020, la somme de tout. Ici, c'est les puissances max, mais on aurait pu regarder, ça n'a pas beaucoup de sens en fait de regarder la somme des puissances max, mais on peut regarder par exemple la somme des courbes de charge et faire une agrégation totale de ces éléments-là. Donc voilà, on peut manipuler ainsi, là on voit la consommation totale de mes consommations électriques sur base de toute la vue que j'ai créée. Donc il y a des possibilités de reporting assez avancées. On peut également, et ça c'est dans le cycle, dans plusieurs cycles, on doit plusieurs opérations métiers, on doit pouvoir exporter de la donnée. Et donc pour exporter de la donnée, on va utiliser cette notion de rapport. Alors dans quel cas on doit faire ça? Par exemple, pour faire le lien avec la facturation, on doit à un moment donné pouvoir récupérer toutes les données de consommation et de charge électrique pour pouvoir émettre la facturation. Mais on peut aussi avoir d'autres cas d'usage qui sont une entreprise m'a demandé si je pouvais lui donner accès à ces données, et donc je peux configurer comme ça des exports dans le système. Et donc on va venir les configurer, on va lui dire voilà, tous les jours à minuit, je veux que tu exportes ces informations-là et je veux que tu les envoies, par exemple, par email ou sur un FTP ou sur une API ou n'importe où. Donc, les intégrations avec les systèmes externes se font assez facilement. Et de la même manière, si un client vous dit, moi, j'aimerais bien recevoir ça sur un FTP ou par email, j'aimerais bien recevoir un Excel tous les jours de mes données de puissance souscrite, par exemple un industriel, eh bien, vous allez pouvoir venir configurer ça ici dans un format Excel, mais vous allez aussi pouvoir définir des formats personnalisés et donc vraiment configurer quel est l'export des données que vous souhaitez avoir, soit pour de l'interne, soit pour de l'externe. On va aussi avoir un mécanisme d'alerte. Nicolas, je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à m'interrompre parce que moi, je ne vois pas le… Oui, alors justement, il y a une question qui est de voir comment on crée les données, puisque tu as créé les compteurs, les sources manuellement. Donc, comment, dans ce cadre de ce projet ou dans d'autres projets, on crée les données automatiquement. Donc c'est vrai qu'on a des informations qui viennent ici, qui sont dans le système. Donc, deux possibilités, soit les données sont créées directement dans le système. Alors, c'est probable éventuellement pour tout ce qui est ici, ce qu'on appelle nous les métadonnées. C'est très peu probable pour les données des compteurs. Et donc, on a une notion de connecteur dans le Data Hub qui permet de soit faire du pooling d'informations. Donc, on a la capacité, le Data Hub a soit la capacité d'aller chercher l'information où elle se trouve, avec des fois des possibilités de protocoles très bas niveau. Donc, on sait aller chercher, par exemple, sur des systèmes industriels, on sait aller chercher, communiquer en OPC, on sait aller chercher des informations sur des API. C'est le cas ici du projet qu'on fait avec Gazélec. Il y a un Hidden System qui est installé et sur lequel on va aller pomper de l'information sur les API. On est aussi capable de faire du push avec notre système, c'est-à-dire d'envoyer de l'information. Et on est à peu près agnostique du format de données qui nous est envoyé, puisqu'on a la capacité de déclencher ce qu'on appelle dans la plateforme des triggers qui vont permettre de transformer, de donner une règle de transformation de la donnée en entrée pour qu'elle soit lié au modèle de données qu'on attend ici. Donc ici, sur un compteur électrique, on attend des données une fois par mois pour la puissance max, etc. Et puis les courbes de charge allaient plutôt en 30 minutes. Et donc il y a vraiment différents moyens. Il y a énormément de flexibilités qui sont offertes par la plateforme pour pouvoir permettre d'ingérer de la donnée, soit de la donnée série temporelle comme on voit ici, soit de la métadonnée. Souvent, il y a par exemple le système de facturation et l'entité qui est ce qu'on appelle le master data et qui va fournir des informations, peut-être des informations de base, et qu'on va pouvoir venir éditer dans le système. Donc ici, naturellement, l'idée, c'est que si je viens changer la puissance souscrite ou la puissance de raccordement ou l'ampérage ici
au niveau du cahier du disjoncteur, je peux renvoyer aussi cette information-là directement au compteur. Donc, on a une possibilité de bidirectionnalité. Une fois qu'on fait un changement ici, ça peut être répercuté directement vers le compteur. En tout cas, vers le LM System qui, lui, va le mettre en place sur le compteur. Mais on a déjà fait aussi des installations où on envoie directement, enfin, on fait une édition, par exemple, d'un registre Modbus dans le système. Sur base de l'ensemble de ces informations, donc comme je dis, on peut faire des rapports, on peut faire aussi des alertes. Donc, c'est très important, l'exemple qui a été mentionné plus tôt dans la présentation. Il y a vraiment ce concept de dire on n'a pas le temps forcément en tant que LD ou gestionnaire de réseau d'aller voir, ou même client en fait, gestionnaire de réseau, on n'a pas forcément tout le temps d'aller consulter des tableaux de bord, etc. Et donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir souscrire à des alertes, définir des alertes, comme celles qui ont été mentionnées, en disant est-ce qu'il y a un problème de tension sur le réseau? Et s'il y a un problème de tension sur le réseau, qu'est-ce qui doit arriver? Qu'est-ce que la plateforme doit faire pour prévenir les opérateurs qu'il y a un problème sur le réseau? Ici, on a fait des exemples avec la puissance max. Donc, si la puissance max est atteinte, je souhaite déclencher une notification qui va, par exemple, prévenir l'utilisateur par email ou envoyer un SMS, prévenir un autre système informatique. Tout ça peut être géré dans la plateforme. Il y a la notion aussi d'exception. C'est une notion qui est très importante, d'exception et de calendrier. Par ailleurs, pour l'exemple qui a été donné par M. Morel sur la gestion des réseaux d'eau. Et donc, en effet, si vous regardez un réseau d'eau de manière large, qui prend en compte bien sûr les usagers, mais aussi le réseau en tant que tel, il y a une consommation moindre pendant la nuit. Donc, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est changer le comportement de l'alerte par rapport à des périodes calendrier. Donc, consommation pendant la nuit, consommation le week-end. Si on va plus loin et qu'on analyse, par exemple, l'éclairage public, ce n'est pas normal qu'il y ait une consommation sur l'éclairage public en journée, ou alors elle doit être très, très faible. Donc, du coup, on va pouvoir vraiment modéliser les alertes qu'on déclenche par rapport à des périodes d'exception qui peuvent être des périodes de maintenance ou par rapport à des périodes calendrier qui sont vraiment des périodes où on se dit on ne doit pas avoir on doit changer le comportement de l'alerte, ou en tout cas, on analyse le comportement de l'alerte sur une période vraiment très, très définie. Donc ça, c'est sur les grands principes de l'application. Après, ici, naturellement, on a fait une configuration, comme je l'ai dit, avec des données de compteurs électriques de gaz et d'eau. On a rajouté aussi des informations. On voit que le modèle de données est différent en fonction de ce qu'on regarde. Donc, en effet, on ne va pas aller chercher les mêmes types d'informations sur l'électricité, sur de l'eau, sur du gaz. On n'a pas du tout les mêmes informations. Et tout ça est vraiment configurable dans la plateforme au travers de toute une série d'outils qui sont mis à disposition, notamment les formulaires, et qui permettent d'aller voir, sur un compteur, je veux avoir des informations qui sont mentionnées ici, donc c'est celle que vous allez retrouver, et je peux aller en rajouter moi-même en disant j'ai besoin d'une autre information, qui est une information test, qui va être une chaîne de caractères, je vais pouvoir le typer, etc. Là, on est plutôt dans les outils d'administrateur, mais qui vont permettre de donner une énorme flexibilité sur les cas d'usage qu'on va avoir plus tard. Et donc ça, c'est ce qui fait la différence naturellement entre un MDM classique et un data hub, c'est que finalement, le data hub, c'est une espèce de MDM+, qui va permettre d'abord, d'aller chercher d'autres types d'informations que simplement les données de compteur, mais qui va aussi avoir un modèle qui est beaucoup plus maniable, qui peut aussi aller dans de l'analytique, donc on n'en a pas parlé, mais on a des moteurs analytiques qui se trouvent derrière les informations qui sont ici. Donc, on peut effectuer toute une série de calculs, par exemple de reconstruction de données. On peut aussi appliquer des forecasts dans la plateforme, etc. Et donc, on a vraiment une capacité à aller au-delà d'un usage simplement de relève de compteur pour aller vraiment sur un usage qui va vers les nouveaux services, c'est-à-dire on peut très bien utiliser ce portail et limiter l'accès aux données pour, par exemple, donner une visibilité sur certaines informations à la collectivité, aux entreprises. Et alors,
pour finir, peut-être après pour répondre à des questions, on a aussi un portail qui s'appelle Sidecare, qui est un portail B2C, qui a été vraiment conçu sur les API du Data Hub et qui permet aux citoyens de venir visualiser toute une série d'informations, de recevoir des rapports, de pouvoir souscrire à des alertes, de voir des événements qui sont passés sur ces installations. Et donc là, ce n'est pas le but aujourd'hui d'aller trop dans le détail dans ce portail, mais vraiment le Data Hub a cette capacité à fournir des informations aussi aux usagers du réseau de distribution, que ce soit les collectivités, les entreprises et les citoyens, avec naturellement une expérience utilisateur qui est différente pour les citoyens, puisqu'ils ont accès à moins d'informations et le scope d'utilisation est plus limité, mais à vraiment, au travers de tous les outils que j'ai montrés aussi, ici, la possibilité d'offrir des visualisations aux collectivités pour superviser, par exemple, l'éclairage public, justement, ou les bâtiments communaux, ou aux entreprises qui leur permettra d'avoir accès à plus d'informations sur leur consommation et éventuellement d'enrichir le système avec d'autres données. Donc Loïc, j'ai l'impression que ça peut répondre à des besoins qu'on avait vus. C'était par exemple la comparaison à un panel pour un particulier ou pour un industriel de faire des comparaisons multisites. On pense par exemple à une mairie, à un hôpital, à un bailleur. Est-ce qu'on va... C'est ça? Donc ici, on le voit d'ailleurs, hein, on est bien en multisite, on voit, disons qu'ici, je pourrais me dire, je suis connecté en tant que collectivité, je vais voir uniquement les informations que j'ai le droit de visualiser. Donc, il y a une gestion de la sécurité des données qui est très précise dans le système. Donc, on peut créer des utilisateurs, on peut restreindre l'accès à des fonctionnalités et surtout restreindre l'accès à des données. Et donc, oui, pour répondre à ta question, lorsqu'on est une collectivité ou une entreprise, on peut avoir accès au portail, ne voir que les données de compteur auxquelles on a le droit de visualiser et donc bénéficier après de tous les outils de reporting, d'alerte et de rapport qui ont été montrés. Donc, ce n'est pas un portail qui est utilisé forcément uniquement pour de l'interne, mais il peut être aussi exploité par les utilisateurs de réseau de distribution quand on parle de collectivités et d'entreprises. Et on a un autre portail pour le B2C. Bien, merci. Alors, on va peut-être passer aux questions. Est-ce que certains veulent prendre la parole? Oui, bonjour, j'avais une question. Oui. Où sont déposées les données? Est-ce qu'elles le sont en France, par exemple? Oui, c'est une très bonne question. Donc, on a plusieurs versions du système. Et donc, on a une version SaaS qui peut être en effet déployée sur ce qu'on appelle du cloud souverain. Alors, du cloud souverain, c'est quoi? C'est des data centers qui sont en France. Ils sont à Strasbourg, Paris et Lyon. Et ces data centers sont opérés par une société française. Donc, il n'y a pas d'actionnariat étranger dans cette offre de cloud souverain. On a aussi la possibilité de faire des installations qu'on appelle on-prem, donc c'est-à-dire sur les infrastructures du client. Et on a une dernière version qui est la possibilité de déployer notre solution sur du cloud public, donc de l'Azure, de l'Amazon ou du Google. Et donc, par rapport à ce niveau-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réflexion des gestionnaires de réseau et de manière générale du secteur public en France, c'est d'aller vers soit du cloud souverain, c'est-à-dire les bénéfices d'une solution SaaS en termes de coûts d'implémentation et de mise à disposition, mais en ayant la garantie d'avoir les données en France et hostées par une société française. Donc, ce n'est pas de l'Azure avec des data centers en France, c'est une société française qui opère. Et ou d'aller vers une solution on-prem, le cas échéant, pour s'assurer de la maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Donc, les deux sont possibles. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. J'en avais une moi aussi.
Est-ce que la solution est utilisable avec les compteurs Linky et Gaspard? Oui. Oui, donc on peut également récupérer des données Linky ou Gaspard. Donc ça, il y a des mises à disposition d'API qui sont offertes par Enedis et par GRDF. Et donc, on a une compatibilité par rapport à ces systèmes. Et on a une bonne expérience, en tout cas, sur le Linky. Oui. C'est noté, merci beaucoup. Il y a une dernière question que je pourrais poser, c'est concernant le RGPD, le respect du RGPD. Oui, ça c'est aussi une toute bonne question, hein. Donc le RGPD, ça concerne vraiment beaucoup de monde et notamment également les gestionnaires de réseau, les fournisseurs, puisque en fait, il faut savoir que la donnée de profil est une donnée à caractère confidentiel. Donc, même si dans le système, on n'avait pas les noms, prénoms et les adresses e-mail des personnes, on a quand même les profils et c'est des données à caractère confidentiel et personnel. Et donc, il y a plusieurs éléments de réponse par rapport au RGPD. Le premier, c'est en effet la réponse au niveau du hosting et de la possibilité d'avoir les données qui ne traversent jamais des services qui ne sont pas européens. Donc ça, c'est une première condition, hein. Il y a eu beaucoup de discussions suite à la décision de la Cour suprême européenne qui a dit qu'en fait, les États-Unis ne jouaient pas le jeu. Donc, par exemple, on ne peut pas mettre… nous, on a eu l'interdiction d'utiliser du Google Analytics ou quoi que ce soit sur nos systèmes. Donc, on est en pur vase clos avec la possibilité que les données sortent de l'infrastructure. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Et puis, le deuxième élément de réponse, c'est par rapport à la thématique de la rétention des données. Et donc, on a dans le Data Hub des systèmes qui permettent d'automatiquement supprimer la donnée au fur et à mesure du temps pour garantir que on ne garde pas les données. Si on a décidé que la rétention, c'était 3 ans, eh bien, après 3 ans et 1 jour, les données sont supprimées au fur et à mesure. On a aussi le droit de l'oubli par l'utilisateur. Et donc, il y a une possibilité vraiment aussi à la demande d'un utilisateur de supprimer vraiment des données du système s'il ne devait plus être concerné par ces données. Donc voilà, il y a énormément de choses qui ont été développées. La solution est auditée par un DPO, hein. Donc on a un responsable chez Opinum de toute la réglementation RGPD. Et c'est un point qui doit vraiment être pris au sérieux, puisqu'il y a de plus en plus de contrôles, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui se posent des questions sur l'utilisation de leurs données. Et donc, on se doit de respecter ces législations qui protègent en fait les consommateurs. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bonjour, Maxime Ferré de LE. J'aurais une question. Concernant les interfaces pour les clients, est-ce que les consommateurs particuliers, est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de personnes qui se connectent et qui utilisent réellement l'outil? Et si oui, qu'est-ce qu'ils utilisent comme principale fonction? Oui, alors on a des bonnes visions là-dessus. Donc, il faut pas s'attendre à énormément d'utilisation de ces portails, hein. D'abord parce qu'il y a une mixité dans la population. Il y a des gens qui sont dans la précarité énergétique et donc ne parlons pas de la précarité numérique et donc ils n'ont pas à avoir accès aux données. Il y a des personnes qui sont peut-être plus âgées, qui ont moins l'habitude d'aller voir. Puis après, il y a simplement des personnes aussi qui n'ont pas la connaissance d'interpréter des graphiques. Et donc, dans l'utilisation d'un portail, on est plutôt dans une utilisation de l'ordre de 20% des consommateurs qui activent ce portail et qui y vont de manière plus ou moins régulière. Mais pour répondre justement à tous les autres qui n'ont pas forcément accès pour des questions de moyens, pour des questions d'éducation, pour des questions d'adaptation aux outils numériques, il faut savoir quand même que la mise à disposition de ces données vers, par exemple, des conseillers énergétiques,
la possibilité d'envoyer des alertes aussi, des rapports, donc toute une série de fonctionnalités proactives. On voit que là, l'usage, par contre, augmente énormément. Et donc ça, c'est important. On voit aussi une grosse différence d'utilisation entre des prosumers, par exemple, donc des gens qui produisent et qui consomment, et des personnes qui sont simplement des consommateurs. Donc voilà, ça dépend un petit peu du type de profil, mais il ne faut pas s'arrêter à l'utilisation des données seulement au travers du portail pour le B2C. Il y a énormément de collectivités en France et de manière générale en Europe qui mettent en place des conseillers énergie qui permettent aux citoyens d'être guidés dans ces consommations. Et la possibilité pour le citoyen de donner accès aux données qui se trouvent dans le portail au conseiller énergétique, ça a une grosse plus-value en fait, pour le conseiller énergétique pour suivre l'utilisation de l'énergie des citoyens. Donc, il y a vraiment toute une série de dynamiques qu'il ne faut pas oublier dans cette mise à disposition de données. Alors, je vois aussi qu'il y a une question dans le chat sur le type de licensing. Donc, il n'y a pas de licensing par fonctionnalité dans le Data Hub. Il y a simplement un licensing sur base du nombre d'assets qu'on supervise. Donc, si vous n'avez que des compteurs, c'est le nombre de compteurs qui intervient dans le prix et dans une moindre mesure, la durée de rétention des informations dans le système. N'hésitez pas à poser d'autres questions, sinon on pourra conclure en laissant le mot de la fin peut-être à Laurent Gauthier et Laurent Morel. Je vous laisse. Oui, j'avais une autre question. Quelle est la durée moyenne d'implémentation de cette solution? Elle est relativement courte, donc les plus gros, le plus gros projet qu'on a eu, on parle quand même de millions de compteurs connectés. C'est une implémentation qui a duré, en tout cas du côté du data, donc sans parler de la gestion du changement qui peut opérer chez le client, mais nous, la plus longue mission qu'on a eue, c'est 7 mois. Les missions pour des OLD de taille moyenne, on est sur des déploiements qui sont entre 2 et 4 mois, quoi. Donc, c'est excessivement rapide parce que on maîtrise souvent les sujets, les cas d'usage. On a une plateforme relativement flexible qui demande très peu de développement et pas mal de configuration. Et donc, on n'a jamais dépassé 7 mois sur les plus grosses implémentations qui, je répète, parlent de millions de compteurs connectés. Et on a fait des implémentations en France, un peu partout en Europe, mais aussi dans des pays plus lointains, en Inde, au Vietnam, sans aucune difficulté. Donc, on a cette capacité vraiment multi-protocole, multi-fluide et cas d'usage vraiment assez différents. Après, on voit que les cas d'usage s'enrichissent. Et donc, ça, c'est clair que c'est des évolutions qui sont apportées. Donc, si je prends un cas où on joue le rôle du MDMS, on va faire une implémentation en quelques mois. Et puis après, peut-être qu'on va avoir une idée en disant on va rajouter les énergies renouvelables dedans. Et donc là, ça refait une petite implémentation, mais qui est plus petite naturellement, qui est plus minime. Mais donc voilà, c'est assez important. Ce time to market, il est vraiment très, très court. On a fait ici on fait un projet pour un gestionnaire de réseau d'électricité et de gaz avec plus ou moins 300 000 compteurs intelligents. Le but, c'était de récupérer les informations des compteurs et les mettre à disposition à travers le portail pour les citoyens. Donc, on a dû mettre en place le data hub et le portail aux citoyens. Et la chaîne de bout en bout, du côté des équipes Opinum, ça a été une mise en place en 3 mois. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais peut-être laisser Laurent conclure. Alors, oui, effectivement. Alors, c'est très important parce que
au départ, Gazélec est venu nous voir en fait pour un outil de Meter Data Management par rapport à ces installations communicantes. Et on a vu très rapidement qu'on était en train de construire finalement le centre névralgique de ces installations de comptage. Donc, il a une vue et offrir une vue complète sur les données. Donc, c'est pour ça qu'on s'est, par extension, sur ce besoin premier, on est en train de travailler sur un ensemble de portails. Donc, le portail client d'un point de vue GRD, un portail client d'un point de vue fournisseur, un portail pour les collectivités, qui est aussi une obligation légale. Et puis, on en a peut-être moins parlé, mais il y a aussi le côté producteur d'énergie. Laurent, je ne sais pas si tu peux nous en parler déjà un petit peu, ton côté aussi. Oui, c'est vrai que sur notre réseau, nous avons aussi, donc nous sommes accordés sur 2 postes de source, comme je vous l'ai dit, et tout simplement parce que nous avons déjà aussi 20 MW de puissance éolienne de raccorder, mais aussi à moindre mesure, donc 300 kW crête de solaire, et avec un projet de 4 MW crête, donc toujours de panneaux photovoltaïques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en ouvrant un petit peu, parce que toutes ces données révèlent des choses très, très intéressantes qui peuvent être, par exemple, sur une offre, aujourd'hui, les offres de fournitures d'énergie, surtout en électricité, l'exemple est l'électricité, on voit qu'on a tous à peu près le même prix moyen du kilowattheure. Et puis voilà, alors que celui qui va faire de l'effort de la MDE pour consommer moins, paiera le même prix que celui qui va être le gros énergivore, qui a la piscine qui est chauffée ou ainsi de suite, et qui se moque complètement des heures de pointe et des problèmes que l'on rencontre. Sur notre territoire, nous avons aussi une petite centrale de production gaz qui est en secours pour RTE. Et là, cette énergie nous est achetée 360 € du mégawattheure. Donc, ces 360 € du mégawattheure ne sont jamais facturés réellement entre le gros consommateur et puis celui qui va vraiment faire attention à ses consommations MDE. Donc, avec toutes ces données de comptage, on va pouvoir identifier le gros consommateur qui est le mauvais, on va dire le mauvais élève, et qui consomme fortement aux heures de pointe, et lui refacturer au réel ses consommations au prix fort, donc des 360 € du mégawattheure, alors que le bon élève, on va dire entre guillemets, lui va faire l'effort de s'effacer sur les heures de pointe et ainsi de suite. Ce qui permettra donc de valoriser ces bons élèves par rapport aux mauvais élèves. Donc voici un autre exemple de données de comptage, de l'impact aussi de l'énergie renouvelable sur le territoire et de ces données, ce que ça va pouvoir nous apporter. Ce que je peux aussi donner comme exemple sur les énergies renouvelables, c'est qu'aujourd'hui, lorsque j'étais le directeur de la régie communale de Montdidier, peut-être certains ont su, on était le premier parc éolien français, je dirais aujourd'hui municipal, on va dire, et public. Et c'est toujours aujourd'hui le seul. Malheureusement, d'autres n'ont pas foncé dans cette brèche de production, c'est dommage. Mais ce qui était affiché politiquement, ce qui était bien, c'était que l'énergie qui était fournie sur Montdidier, on était à peu près 40% de la consommation de la ville qui était issue des éoliennes. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est faux, puisqu'on parle de données cumulées. Moi, si je mets ce même indicateur sur mon territoire de la ville de Péronne, nous sommes à 75%. Alors, tout simplement, je prends les consommations de la ville de Péronne, je soustrais ce qui a été fait par le parc éolien et garde ce qui me reste, les 25% achetés sur le marché. Et ce qui est totalement faux, puisque le parc éolien faisant 20 MW et nous consommons maximum 12, donc on a un delta de 8 qui est ce 8, quand il y a du vent, ça va chez RTE et consommé ailleurs. Et donc là, on va pouvoir vraiment affiner ces données, c'est-à-dire je produis localement, est-ce que c'est consommé localement? Oui, à quel niveau, quel staff, quel seuil, BT, moyenne tension, qui va pouvoir, qui va profiter de cette énergie renouvelable? Et donc, on va de nouveau ouvrir peut-être de nouveaux horizons sur la facturation et l'exploitation de ces données d'énergie renouvelable, qui est plutôt alternative. Donc voilà, un petit mot de la fin. Et sinon, encore merci à tous de votre présence. Je redonne la parole à Nicolas. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, pour votre présence, pour la présentation de ce cas qui a permis vraiment d'imager tout ce qu'on voulait dire. Une toute dernière question. Donc, Emmanuel, en effet, le portail client GRD est déjà disponible, activable sur la plateforme. Eh bien, vraiment, merci à tous. Pardon? C'était plutôt parce que M. Gauthier semblait dire que ce n'était pas totalement finalisé. C'est pour ça que je posais cette question. D'accord. Alors, peut-être que Loïc peut répondre
Oui, donc nous, on a un portail open source qui fonctionne, qui est un portail pour le B2C, hein, qui permet d'avoir les données de consommation, de production, toute une série de comparer, par exemple, ces consommations à des installations similaires, hein, tout ça est disponible. Maintenant, c'est vrai que ce portail open source, il doit être personnalisé, ne serait-ce que pour le look and feel, hein, donc rajouter les bons logos, changer les couleurs, etc. Mais c'est des implémentations qui vont vraiment très, très rapidement. Mais le portail, le socle technique, lui, il est totalement disponible. En effet, Laurent parlait de l'intégration, la mise en œuvre dans le cadre du projet Gazélec, puisque le projet est en cours, mais pas de la fonctionnalité qui, elle, est déjà disponible et déployée sur d'autres GRD. Oui, je confirme effectivement. Mais d'ailleurs, je me posais la question, en fonction de l'intérêt, ça pourrait être, on pourrait aussi organiser d'autres webinaires sur ces extensions, justement, parce que là, on a bien montré la partie MDM, mais il y a aussi tous les portails, notamment dans le contexte Gazélec, qui pourraient vous être présentés. Exactement. Donc, nous n'hésiterons pas, nous réfléchirons à présenter d'autres fonctionnalités et créer d'autres webinaires. Donc, merci déjà de votre présence en nombre aujourd'hui. Merci à tous nos intervenants. Merci, Monsieur Morel. Et bien, à bientôt. Bon appétit à tous. Bonne journée et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.